Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Le podcast qui réveille le meilleur en vous. Et si tout ce que vous vivez aujourd'hui était directement en lien avec ce que vous avez mangé, pensé et ressenti hier? Bonjour à toutes et à tous, ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas revu pour le podcast, donc on profite de la rentrée pour se remettre en selle après cette pause estivale. Tout à fait. On va donc aujourd'hui aborder la notion de nourriture, mais nourriture au sens très large. C'est-à-dire qu'on va pas uniquement s'intéresser à de l'alimentation. Donc si vous êtes là pour un podcast sur de l'alimentaire, je vous conseille soit de changer de fusil d'épaule, soit au contraire vous pouvez rester intrigué par ce qu'on va venir explorer aujourd'hui. Mais l'idée c'est vraiment d'aller voir au sens très très large qu'est-ce que ça veut dire se nourrir. Exactement. Est-ce que toi déjà, juste comme ça, maintenant tu peux avoir une idée de ce que ça peut représenter se nourrir justement dans ce sens large? Déjà il y a, je pense, ce qu'on nourrit, ce qu'on donne à manger physiquement à notre corps. Donc effectivement il y a la nourriture. Après je dirais qu'il y a toute la nourriture intellectuelle. De quoi on nourrit notre cerveau, qu'est-ce qu'on consomme en fait de manière générale intellectuellement. Et d'un point de vue après plus émotionnel ou mental, je dirais, c'est comment on gère nos émotions et comment on les laisse prendre de la place ou pas dans notre quotidien, et qu'est-ce que ça a comme impact derrière. Ouais, c'est pas mal. Il va, j'ai envie de dire, t'en manquer une qui va rester. On va parler de 4 grands types de nourriture. Il va y avoir vraiment, pour parler de nourriture au sens large, on va parler de la nourriture intérieure et extérieure. Mm-hmm. Donc il va y avoir évidemment tout ce qu'on ingère, la nourriture qu'on peut appeler plutôt la nourriture vitale, dans le sens où elle vient nourrir notre corps vital, notre corps physique, notre corps de matière, ça dépend comment on veut l'appeler. Il y a ensuite toute la nourriture émotionnelle. Là, on pourrait dire évidemment qu'elle est directement en lien avec le corps émotionnel ou corps astral. Il va y avoir ensuite la nourriture mentale qui va être en lien avec le corps donc mental. Et là, on peut parler d'un point de vue inférieur et supérieur, comme on l'avait déjà vu dans d'autres podcasts. Et il va nous manquer cette dernière nourriture un peu qui est la grande oubliée, notamment de notre société occidentale, ça c'est évident. C'est ce qu'on peut appeler la nourriture spirituelle. Donc nourriture qui très en lien avec plutôt tout ce qui est méditation, contemplation, ouverture du cœur, etc. Mais ça c'est vrai que dans l'endroit du monde dans lequel on vit, c'est absolument pas assez mis en avant. Là où la plupart des pays en Orient sont beaucoup plus en lien encore avec cette nourriture-là. Donc là c'est vraiment cette idée d'aller voir comment est-ce que ces couches sont connectées, interconnectées, et pourquoi elles sont toutes importantes pour nous à explorer et à venir, je vais dire ça comme ça, remplir d'une certaine manière. Et surtout, on va essayer de voir comment est-ce qu'on les remplit. Est-ce que c'est de la bonne nourriture, de la mauvaise nourriture? Comme on le dit en alimentation, c'est est-ce que tu te nourris bien de bons produits, peut-être bio, sains, peu transformés, ou est-ce que c'est plutôt de la junk food que t'ingères? Et c'est exactement pareil pour tous les corps. Ça, c'est vraiment, il faut bien se dire que ce soit dans le mental ou dans l'émotionnel, on peut vraiment mal se nourrir aussi, il n'y a pas de problème, on va vite s'en rendre compte en explorant tout ça pendant tout l'épisode. Ce qui est intellectuel et par exemple quand on fait des études, etc., c'est rattaché plutôt à quel corps? Le corps mental. Mental. Ouais, le corps mental, on va le détailler, mais ça va être cette nourriture mentale, elle va être très en lien avec ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on continue à nourrir un peu notre cerveau ou notre intellect, si on veut. Voilà. Okay. On va commencer du coup par plutôt la nourriture vitale, donc comment est-ce qu'on nourrit notre corps, et on pourrait croire que là, on s'arrête à simplement qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on ingère. Mais en fait, c'est plus vaste que ça. Il y a évidemment qu'est-ce qu'on mange, donc là-dedans, comment est-ce qu'on se nourrit, est-ce que
Vous pouvez vous poser la question en écoutant le podcast, c'est comment est-ce que vous vous nourrissez, quoi. Est-ce que je consomme des produits qui sont bio, peu transformés, avec une belle valeur nutritive? Est-ce que j'ai plutôt tendance à consommer beaucoup de produits au contraire qui sont déjà préparés, faits, industriels? On peut aussi se poser la question quelle part la nourriture animale, donc la viande notamment, mais poisson et tout ce qui provient des animaux, à quel point c'est dans mon alimentation? Est-ce que c'est en grande quantité, petite quantité? Parce que mine de rien, tout ça, ça a des valeurs énergétiques, des vibrations aussi qui sont particulières. C'est pas très joli la manière dont je vais le dire. Je suis pas végétarienne, donc il y a aucun jugement de valeur derrière. Mais voilà, quand on mange un animal mort, on mange un cadavre. Ça n'a pas la même valeur en termes d'énergie et de vibration que quand on mange un bon légume qui est encore en vie entre guillemets. Voilà, exactement, on appelle ça la nourriture vivante d'ailleurs. Donc, on peut déjà se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on boit aussi? Alors là-dedans, ça va passer par le café, évidemment. L'alcool, évidemment aussi. Il faut se méfier aussi. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui pensent que boire beaucoup de thé et d'infusion, c'est pas délétère. Ça peut l'être, parce qu'en fait, c'est diurétique. Diurétique, ça veut dire que ça fait aller aux toilettes, quoi, grosso modo. Ça fait nettoyer l'organisme. Donc, ça fait beaucoup travailler les reins et la vessie. Et donc, ça peut être aussi mauvais parce qu'au bout d'un moment, ça déshydrate. On pourrait croire que boire du thé, c'est plus cool que boire un café, par exemple. Alors, sous certains aspects, pourquoi pas. Mais c'est pas non plus un absolu, quoi. Donc, trop de thé, trop de café, c'est pas bon. De toute façon, moi, il y a quelques années, j'avais fait appel à une diététicienne et globalement, ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a pas d'aliments hyper bons et d'aliments hyper mauvais. C'est tout le temps dans une forme d'équilibre. Bon, après, t'as des extrêmes, l'alcool et le McDo, c'en est, par exemple. Bien sûr. Mais si tu regardes dans un spectre large, en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais. Se gaver de thé ou se gaver de pastèque, je pense qu'au bout d'un moment, c'est pas bon non plus, tu vois. Parce que, par exemple, les fruits sont hyper sucrés. Ouais. À haute dose, sont hyper sucrés, donc je pense que c'est, comme partout, c'est une question d'équilibre. En tout cas, elle, c'est ce qu'elle... Elle transmettait, ouais. C'était sa philosophie à elle, de dire ça sert à rien de complètement dire non, pas d'alcool, pas de ceci, pas de cela, enfin, se priver, pas de sucre. Ça sert à rien d'avoir ce genre de discours-là ou de pratique-là. En fait, il faut juste trouver un bon équilibre. Ouais, je suis fondamentalement contre la frustration. Ouais. Frustration, l'énergie de la frustration, c'est terrible. Quand on s'empêche de manger un truc qui nous plaît, quand on s'empêche de faire quelque chose qui nous plaît, quand on se retient d'eux, il y a un moment donné, il en faut un peu parce que je sais pas, on peut pas se nourrir de chocolat toute la vie si on adore le chocolat. Mais trop de frustration, je pense que c'est hyper délétère pour les cellules, pour le mental, pour l'émotionnel, pour du coup tout ce que ça vient engendrer derrière. Du coup, tu nourris bien ton corps physique quand tu te frustres, mais tu nourris mal ton corps émotionnel, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça l'idée, ouais. C'est un peu ça, mais du coup, c'est voir qu'est-ce que tu réingères. On le dit aussi, c'est que vraiment tout ce qu'on pense. Donc là, c'est vraiment notamment, on pense à travers, on va dire le chakra du troisième œil. On le remange derrière avec notre plexus, le plexus solaire. Donc quand on tourne en boucle, c'est ça. Donc quand on est en frustration, en général, on a tendance à tourner en boucle parce qu'on pense sans cesse à ce qu'on aimerait assouvir comme désir, c'est ça l'idée. Et en fait, on s'en renourrit. Notre pensée nourrit là, à ce moment-là le plexus et bon, on le va voir sur la version mentale de la nourriture, mais c'est pas l'idéal, quoi. Donc, si je reprends l'idée des nourritures vitales, on a donc dit, faut faire attention évidemment à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Il y a aussi tout ce qui est en fait dans la matière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on respire, qu'est-ce qu'on prend comme énergie à l'extérieur, c'est-à-dire que quand on vit dans un environnement par exemple hyper urbain, là l'air qu'on respire en général il a tendance à être pollué. Est-ce qu'on voit quand même les rayons du soleil? Est-ce que on prend le temps à des moments d'aller se balader en nature, d'aller faire des choses qui viennent un peu recharger les batteries, marcher?
ça vient activer des centres là qui sont sous les pieds. Ce sont des centres qu'on va appeler mineurs majeurs, c'est-à-dire qu'ils font pas partie des 7 principaux qui sont les 7 chakras qu'on peut connaître, mais ils font partie des majeurs quand même parmi les mineurs. Et quand on vient marcher, on active ces centres-là. Ça permet donc d'améliorer notre ancrage. Ça permet à ces centres-là de dégager aussi certaines énergies à l'intérieur de notre corps qui ont besoin d'être évacuées. Et ça, l'un des meilleurs trucs à faire, c'est vraiment la balade en forêt. Par exemple, pour la petite anecdote, les Japonais, ils ont un mot spécial pour ça, ils appellent ça le shirin-yoku, qui veut littéralement dire en français bain de forêt, pour dire à quel point, juste c'est thérapeutique en fait d'aller se balader au milieu des arbres, quoi. Oui, parce que nous ici, par exemple, on n'a pas énormément de forêt, par exemple. Non. Mais je le vois parfois, dimanche dernier, ça nous est arrivé, où en fait... on a juste été marcher au milieu des étangs et c'est vrai que juste changer d'environnement et être dans un environnement complètement naturel, d'un coup ça ravigore, quoi. Ça rebooste complètement. Ça je le vois avec les balades avec le chien maintenant, mais avant il y en avait 2 et c'est vrai que du coup les balades elles étaient régulières et un peu plus longues aussi, je l'avoue. C'est vrai que c'est hyper, même en hiver, c'est dur qu'on se le dise des fois de sortir de chez soi à 7h du mat pour aller sortir son chien quand il fait froid et tout, mais ça fait énormément de bien. Je pense que toutes les personnes aussi qui peuvent faire du sport tôt dans leur journée, etc. le savent, c'est que la mise en mouvement comme ça du corps, et en plus si c'est dans un environnement plutôt naturel, ça a tendance à aérer certes le corps physique, mais on le voit bien aussi le mental, l'esprit, ça apaise l'émotionnel. Il y a, je dérive un peu là, mais je suis en train de relire un bouquin de Patrick Bronstein, qui est un alchimiste. Et il dit ça très très bien. Il dit de toute façon l'un des meilleurs moyens pour digérer et évacuer une émotion, c'est la version dynamique, c'est le mouvement. Quand on est en colère, quand on est en train de ruminer quelque chose, etc., on va faire un peu de sport et en fait ça nous permet d'évacuer dynamiquement l'émotion au lieu d'aller la recracher sur quelqu'un d'autre. Oui, ou rester dans ton canapé à te dire que ta vie est trop nulle, quoi. Ouais, à ruminer complètement. Donc c'est vrai que par la mise en mouvement, ça fait partie donc d'une certaine manière des nourritures aussi vitales. Et il y a aussi tout bêtement, pourtant on commence quand même à le savoir aujourd'hui, la prise de soleil, j'ai envie de dire. C'est comment est-ce qu'on s'expose au soleil. Alors là, je vous parle pas d'aller vous brûler en plein été, évidemment, à 14h dehors, mais le soleil permet à notre corps de synthétiser notamment de la vitamine D qu'on ne peut pas récupérer ailleurs dans d'autres aliments comme ça, c'est en trop faible quantité. Donc c'est vraiment le soleil qui nous permet de sécréter cette hormone-là et on sait cette vitamine-là, pardon. Et on sait à quel point derrière ça va impacter justement notre système hormonal et créer ensuite toute une chaîne derrière qui permettent à notre corps de mieux fonctionner émotionnellement, physiquement, mentalement aussi, notamment parce que on va sécréter de la dopamine quand on est au soleil, etc., hormone du bonheur, donc ça nous fait du bien. Et tout ça, c'est de la nourriture vitale. Voilà. Donc faut pas juste s'arrêter à qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette ou dans le verre, quoi. Même si on est bien d'accord, ça fait partie des très grandes lignes. C'est un peu une hygiène de vie, finalement. C'est une hygiène de vie, ouais, complètement. La nourriture physique, c'est ton hygiène de vie. Sur cet épisode-là, on va parler vraiment, on va dire, d'hygiène de vie au sens hyper large. Oui. Alors là, on va soulever des idées, j'ai envie de dire, peut-être des questionnements. Après, on en retient ce qu'on peut en retenir, quoi. C'est step by step, on essaye de modifier certaines choses qui pour nous sont à l'heure actuelle possibles de changer, mais on n'essaye pas de s'attaquer à tout en même temps pour tout bazarder dans sa vie et se dire vas-y du jour au lendemain je change, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça tienne pas, ça en général. Oui, et puis après c'est pire derrière, je trouve. Ouais, complètement. Donc voilà ce qu'on peut dire à peu près sur cette nourriture vitale. Faut vraiment retenir que celle-là, elle est en lien avec la matière, corps physique. Ok. Donc, en général, tout ce qui nous nourrit dans la matière à proprement parler, on peut se dire que ça fait partie plutôt de ce type de nourriture-là. Je propose qu'on continue sur la nourriture émotionnelle. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Cette nourriture émotionnelle, elle est sans cesse en activité. Je pense que c'est bien l'une des choses qui définit très clairement, on pourrait dire le vivant, mais je vais vraiment parler de l'humain là, c'est qu'on est toujours tout le temps soumis à des émotions.
positive ou négative, mais on est quand même dans une société où aujourd'hui l'émotionnel est vraiment mis sur un piédestal. On essaye vraiment de traiter notre émotionnel. Alors ça, pour moi, il y a des dérives là-dedans, dans le sens où quand on vit trop dans ces émotions, on a tendance un petit peu à avoir du mal des fois à prendre du recul. Mais on est sans cesse rattaché à regarder toutes les pubs, et les meilleures en général, sont celles qui nous font avoir une petite émotion. Oui. Sont celles qui viennent titiller un petit truc à l'intérieur. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, tout ça, ça nous branche à de l'émotionnel systématiquement. Tout ce qu'on vit, toutes les informations qu'on échange les uns les autres, les discussions qu'on a, tout ça nous branche systématiquement à de l'émotionnel. Donc cette nourriture émotionnelle, elle est en continu, elle est vraiment encore presque plus prégnante, j'ai envie de dire, que la nourriture vitale, quoi. Presque. Bon. Et on s'en rend pas compte d'à quel point inconsciemment, à des moments, on se nourrit hyper mal. Je vous prends un exemple simple. Coup de mou. Allez, j'ai un coup de mou, ça va pas trop. On va dire plutôt sur une période donnée, là, pas sur une seule et unique journée ou quelques heures. On prend vraiment un moment donné dans la vie où, voilà, on n'est pas au top de sa vie. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va écouter et regarder. Aussi sûrement parler à des gens qui vont nous rebrancher à cette émotion. On écoute des chansons tristes. On a vécu une rupture amoureuse, imaginons. On regarde des films d'amour, des trucs comme ça. On a tendance à se gaver de cette émotion qu'on ressent et qu'on fait perdurer. Oui. Faut quand même savoir que une émotion, en moyenne, elle dure dans le corps purement comme ça, hormonalement, chimiquement, quand elle est envoyée, à peu près 90 secondes. Pas plus. Derrière, si on continue à la ressentir, c'est parce que c'est notre mental qui nous fait continuer à ruminer dessus, à revenir dessus. C'est parce qu'on entretient une espèce de discours intérieur ou qu'on se branche par l'extérieur. Notamment, vraiment, la musique, je pense que c'est un universel là-dessus. On s'y rebranche constamment et donc on se renourrit émotionnellement de quelque chose qui est potentiellement plutôt pas top, quoi. Donc, il y a vraiment dans cette nourriture émotionnelle vraiment quelque chose de ce lien-là, quoi. Je pense que ça, tout le monde peut le vivre dans sa vie au quotidien. Donc ça, moi, je vous invite vraiment à y veiller parce que toutes les histoires qu'on se raconte, toutes les justifications qu'on s'invente quand on a eu une discussion avec quelqu'un et qu'on se dit « Ah, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais mieux fait de... » Tout ça, ça vient pourrir les centres émotionnels. Et quand je dis centre émotionnel, ça va notamment être les trois, le solaire, le cœur et la gorge. Et on vient vraiment pourrir nos systèmes avec ce type de rumination-là. Et c'est vraiment à nous de décider qu'est-ce qu'on vient faire en fait avec cet émotionnel. C'est pour le coup, c'est hyper compliqué, quoi. Quand t'as un truc qui à un moment donné te touche ou vient là te gratter. Moi, je sais que je suis la championne en rumination et il faut que je passe autre chose. Faut que je fasse autre chose, ou que je divertisse mon cerveau, mais si tu veux, c'est... Là, par exemple, on peut passer par la voie dynamique. Bouger, sortir, effectivement, et... Donc, je me concentre sur autre chose que mon cerveau, il débranche. C'est ça. Mais pour autant, ça n'empêche pas le truc de revenir quelques heures après. Non. Tu vois, quand c'est vraiment des gros trucs, je sais que moi, j'ai du mal à décrocher. Mais ça, c'est tout le monde. Ça, c'est ce que je dis régulièrement aux personnes en séance, mais que je t'ai déjà balancé plein de fois aussi à toi. C'est vraiment ce truc de, ok, tout le travail qu'on engage, dans l'idée de mieux être aligné avec soi-même, etc. C'est de pouvoir justement réduire ces temps de digestion quand il y a quelque chose qui nous va pas. Pouvoir se dire, ok, tel événement, au lieu que je le rumine pendant 3 semaines, en quelques jours, j'arrive à compenser toutes les déflagrations que ça a fait à l'intérieur et on passe à autre chose, quoi. Ouais. Le but du boulot, il est là. Il est pas de plus jamais rien ressentir ou d'être complètement insensible, carrément à ses émotions. Ça, c'est que il y a quelque chose qui va pas bien dans le process. Tu deviens un robot. C'est clair. On parle de ça aussi dans les initiations. C'est
La deuxième initiation, c'est la maîtrise du corps émotionnel. Bon, autant dire que y a peu de gens qui sont dans cette maîtrise-là à l'heure actuelle. Maîtriser son corps émotionnel, c'est compliqué. Et moi, il m'a fallu des années, mais vraiment des années pour que, à un moment donné, il y ait cette évidence, parce que je comprenais pas. Je me disais, mais comment je maîtrise mon corps émotionnel? Ça veut dire qu'il faut que je ressente plus rien. Putain, mais plus rien sentir, c'est hyper compliqué, quoi. Ou en tout cas, il faut être d'humeur égale tout le temps. Ouais, et est-ce que c'est ça la vie aussi, tu vois? Et voilà, c'est ça. C'est hyper compliqué. On faisait un épisode sur les cycles et je pense que c'est ça aussi qui fait une partie de la vie. C'est les hauts, les bas, les joies, Exactement. Mais effectivement, à un moment donné, à quel point ça... En fait, je pense que l'équilibre, c'est encore un équilibre. Mais c'est arrivé de trouver un point où ça t'impacte pas plus que ça faut, enfin, plus que nécessaire, ouais. Carrément. Et en fait, c'est vraiment ça à des moments, c'est contacter ce qu'on peut appeler le point zéro, c'est-à-dire le point où il n'y a pas d'émotion. Ça, c'est quand il y a vraiment besoin de prendre du recul sur justement une émotion qui est en train d'envahir et où on sent que c'est pas juste. Bon, mais ça, déjà, ça demande un peu de maîtrise, hein, qu'on se le dise. Et puis après, c'est vraiment comprendre intrinsèquement que le vivant vivra toujours à travers la matière et les émotions, et que donc il y a juste un moment donné où au lieu de se faire impacter par la colère ou de se faire impacter par la frustration ou par la tristesse, il faut être ok de se laisser traverser par, mais sans rien en retenir. C'est-à-dire se laisser traverser les 90 secondes, allez, j'exagère en disant ça, mais vous voyez l'idée. Oui, les quelques heures. Et de pas se fixer dessus. De pas se renourrir des émotions, notamment négatives qui nous ont traversées. Mais dans la réalité des faits, il faut aussi faire ça avec le positif. Voilà, ce que vous pouvez vous dire en écoutant ça, c'est observer quelles sont les émotions avec lesquelles vous vibrez régulièrement. Parce que c'est plutôt, alors je vais prendre un spectre très large d'émotions, hein, pas juste les 4-5 là qu'on nous donne, qui sont la joie, le dégoût, la colère, la tristesse et la peur. Là, je vais carrément vous parler aussi d'états de paix, tu vois, de paix ou de calme, ou au contraire justement de frustration qu'on met pas nécessairement dans les cinq émotions de base, mais essayez de déterminer avec quoi est-ce que vous vibrez le plus et le plus régulièrement, et observez à quoi vous vous branchez. Pareil, hein, les thrillers aujourd'hui, je crois que Netflix, c'est ce qui doit être le plus consommé sur la plateforme. Donc ces énergies là, un petit peu de peur, de stress, c'est un peu glauque hein, quand même les thrillers. Hein, en général, c'est toujours des histoires de meurtre qui traînent dedans. Donc c'est regarder à quoi on se branche. Et pareil, là, ça veut pas dire ne jamais regarder ça, ou ne jamais écouter de chansons tristes ou de choses comme ça, mais c'est juste rajouter un petit peu de conscience à comment on se nourrit émotionnellement, pour des fois juste pouvoir se dire ouf, bon, attends là, j'ai envie d'arrêter de ruminer mon chagrin d'amour, ou j'ai envie d'arrêter de ruminer ma colère. Bon, peut-être que ce serait intéressant que j'arrête de lire ça ou de regarder ça et je fais autre chose là pendant quelque temps. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir des périodes où je regardais trop un type de série là, je m'étais plongée dans trop de documentaires Netflix justement où c'est beaucoup de thrillers, de choses comme ça. Il y a un moment donné, j'ai fait oulala, faut que ça s'arrête parce que je sentais que ça plombait le moral quoi. Ouais. Ou la série Narcos aussi. C'était pas avec toi que ça l'avait fait ça? Narcos? Non, tu avais pas regardé ça. Si, je l'avais vu Narcos, mais je l'ai vu diluer moi après. Avec Flo, nous on s'était dit que fallait arrêter de la regarder parce que c'était trop violent. Au bout d'un moment, c'est trop de violence et tu fais waouh. Elle est violente, c'est vrai qu'elle est violente. Ça prend trop la tête quoi. C'était, vraiment c'était pas bon. Donc observez comment vous vous nourrissez, et puis aussi dans toute cette zone émotionnelle là, c'est observer aussi de qui est-ce que vous vous entourez, de quel type d'environnement dans lesquels vous évoluez, et quelles sont naturellement les émotions avec lesquelles vous vous branchez. Par exemple, c'est intéressant ça, je trouve, de savoir quelle émotion vient la première quand on va pas bien. Moi, je sais très clairement que quand j'ai un coup de mou, c'est plutôt l'énergie de la tristesse qui vient.
T'en as, c'est la colère. Il y en a, c'est plutôt la colère. Ouais, bien sûr. Il y en a, ça va être la peur. Oui. Tu vois. Ça pourrait être un D'autres, l'inquiétude. Moi, je sais que c'est la tristesse. Je sais que c'est, ouais, je veux pas trop bien aujourd'hui. Je me sens un peu flagada, mais c'est vraiment une énergie un petit peu de tristesse qui vient. Et du coup, de savoir que c'est ma tendance première, quand je la vois venir, ça me permet vraiment de me dire, ah tiens, bon, allez, t'es là, c'est pas grave, mais voilà, ça me permet de faire un petit bilan avec moi-même, de me dire, ah tiens, aujourd'hui, du coup, je suis pas au top de ma forme parce que justement, cette énergie-là est là. Donc ça peut être intéressant de se poser cette question-là aussi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette partie ou on continue? Non. Je vais juste rajouter ça aussi, c'est que dans l'émotionnel, vraiment, faut aussi bien se rendre compte qu'il y a tout un cocktail hormonal qui vient avec les émotions. N'est-ce pas? Et ouais, évidemment, la colère, elle va notamment créer beaucoup de pics de cortisol, donc cortisol, hormone du stress, et donc des inflammations derrière. Ça va venir inflammer différents organes, mais notamment le système nerveux aussi. Et ça fait que du coup, derrière, plus notre corps il est sous pression avec du cortisol, et plus il a du mal à redescendre. Et donc après, ça crée du stress chronique, ce genre de choses. La tristesse aussi, ça peut vraiment créer des baisses d'immunité. Ça vient impacter notre système immunitaire, ça vient dérégler la manière dont on est capable de se défendre. Et la tristesse, elle vient surtout impacter notamment la sphère respiratoire. Okay. Donc en général, ça c'est la médecine chinoise surtout qui nous enseigne, mais le poumon est très en lien avec l'énergie de la dépression, de la tristesse, ce genre de choses. Okay. Donc il y a des choses qui sont à observer aussi là-dessus. Mais voilà, je clôture ça, c'est vraiment dans l'émotion, il y a un cocktail hormonal qui est toujours assez puissant, quoi. Bon, alors on continue avec la nourriture mentale. Donc là, la nourriture mentale, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on absorbe, qu'est-ce qu'on apprend. Tu vois, c'est comment est-ce qu'on vient nourrir le cerveau, là, pour le coup. Okay. On pourrait dire que la première nourriture, c'était plutôt le corps physique dans sa globalité, pardon. La nourriture émotionnelle, c'est plutôt le cœur, si on veut prendre un symbole. Et là, la nourriture mentale, c'est plutôt le cerveau. Okay. On vit dans une société, je pense que tu seras d'accord avec moi, où on absorbe énormément de contenu. T'en as partout. Hein. Énormément d'informations dans notre boulot, je pense, dans notre vie personnelle, derrière nos écrans. On est sans cesse en train de gober plein d'infos. Ouais. Et ça, faut vraiment bien se rendre compte aussi que toutes ces infos-là, en général, elles sont de toute façon à fréquence très basse. Et ça nous maintient plutôt dans notre mental inférieur. Ce que j'appelle le mental inférieur pour rappel, c'est toute cette sécrétion mentale qu'on est sans cesse en train de gober à l'intérieur de notre petit cerveau. C'est un peu le hamster, là, cette image-là, je sais plus par qui, mais dans un bouquin, ça avait été utilisé, cette image-là, c'est vraiment le hamster qui tourne dans sa roue, quoi. Qui tourne en boucle. Ouais, clairement. Donc ça, c'est vrai que tout ça, ça nous maintient plutôt dans des espaces un peu négatifs. Et vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, faut quand même se rendre compte que le cerveau consomme 20% de notre énergie dans une journée. C'est énorme. Enfin, 20%, c'est bien plus que le reste des organes pris de manière unitaire. Donc c'est dire à quel point le cerveau, il a cette dépense d'énergie qui coûte beaucoup au corps. Et du coup, selon comment est-ce qu'on le nourrit, autant vous dire qu'il va pas fonctionner de la même manière, quoi. Mais tu penses pas que cette surdose d'informations a tendance à la ralentir le cerveau, justement? Eh bien, il paraît que les dernières études ont démontré que sur les jeunes, donc ceux qui ont vraiment grandi avec les smartphones et les derniers réseaux sociaux, etc., c'est le contraire. Ils ont des troubles de l'attention plus fréquents. Ils ont des difficultés à maintenir leur attention focus mais c'est plus dans longtemps. ce sens-là où je dis, enfin, ça te ralentit, ça te rend un peu... Ouais, mais ils vont plus vite. Ah. Ils analysent beaucoup plus rapidement, en fait. Donc, ils ont une perte de concentration et d'attention, mais ils ont gagné en rapidité d'analyse. Donc, le cerveau se modifie avec ces nouvelles données qui sont justement données.
Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je sais pas si je vais me lancer dans ce débat-là et je sais pas si de toute façon il y a une Bah, bonne ou une mauvaise réponse. je sais pas, mais tu vois, typiquement, par exemple, quand je prends le temps, que je me pose devant un bouquin ou devant un vrai truc, je sais que généralement, je me souviens de ce que j'ai, un documentaire, une série, un bouquin, un truc. Quand je me concentre sur un truc, je me souviens de ce que j'ai vu. Quand, par exemple, t'es sur Insta et que tu scrolles sur les réels, en fait, allez, il y en a un qui va te faire marrer et que tu vas retenir, mais sinon, le reste, c'est quand même passé par ton cerveau, mais ça passe. Tu l'as switché, clairement. Donc du coup, je me dis que si tu te nourris que de ça, ben en fait, ton cerveau à la fin, oui, il a vu plein de choses, mais en fait, il a rien emmagasiné. Il a rien absorbé. Quoi. Si, il a absorbé un espèce de temps de vide. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est délétère dans notre société. Donc ça, je pense que tout le monde le sait qu'on doit faire attention au temps qu'on passe derrière nos écrans. Je pense qu'on le fait tous plus ou bien moins sûr. à certains moments. Bien sûr. Mais des fois, c'est intéressant de pouvoir. C'est terrible. Des moments où je m'ennuie, où je suis assise quelque part, j'attends quelque chose. Putain, c'est terrible ce réflexe de sortir le téléphone. Et là, je me vois faire, je sors le téléphone, j'allume, je sais pas, Insta en général, parce que c'est surtout ce réseau social-là sur lequel je vais, et où je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ferme-la et regarde ce qui se passe autour de toi, en fait, au lieu de... Mais il y a un réflexe qui est terrible. T'attends le bus, tu fais ça. T'attends quelque chose, tu fais ça. T'es dans une salle d'attente, tu fais ça. On n'est plus habitué à s'ennuyer. Mais ça, on verra que, par exemple, c'est délétère pour la nourriture spirituelle. Ok. Tu vois, de plus avoir ces temps-là, de pause, de silence, de contemplation. C'est comme ça qu'elle est switchée complètement, celle-là. Bon, je reviens à la nourriture mentale. Je dis aussi souvent que la pensée est créatrice. Ce qu'on pense, ça devient réel dans notre vie derrière. Donc des fois, on peut penser super, des projets. Et si on les pense assez fort et qu'on se donne les moyens d'eux, ils arrivent dans la matière. Et ça, c'est top. Mais quand on pense tous les jours que notre vie, c'est de la merde, pardon pour l'expression, hein, mais quand on se dit ça tous les jours aussi, il y a peu de chances que on arrive à capter autre chose que des énergies de merde. Tu vois l'idée. Donc la pensée vraiment est créatrice. Elle vient créer un champ magnétique, une fréquence. Elle vient nous brancher à certaines choses. Et des choses, il y a plein de choses positives dans la vie, puis il y a aussi plein de choses négatives. Il faut vraiment faire attention à ça. Et si par exemple, on veut appliquer, tu vois, un mantra, et on se dit, allez, 3 fois par jour, je vais me dire, je suis en paix, ça va me permettre de changer quelque chose dans ma vie. Donc tu répètes 3 fois par jour, je suis en paix. Mais si le reste du temps, tu te dis que t'es bloqué, que tu vas pas bien, que t'es angoissé, autant te dire que le corps, ce qui va retenir, c'est ce que t'as sécrété tout au long de la journée, hein, comme pensée. C'est pas les 3 fois où t'as répété je suis en paix, quoi. Bah, ça marche 2 secondes. Hein. Moi, ayant été une grosse angoissée, il y a des moments où je souffle, je me dis, tout va bien. Puis en fait, pendant 2 secondes, tu sens que t'as tout qui se dénoue, puis tu passes à autre chose, ça revient. Ouais. Donc, c'est vraiment le mental, il a une puissance hyper forte. Et ce mental inférieur, il faut vraiment veiller sur lui parce qu'il peut nous emmener très vite très bas. Si on voit pas les pièges, si on n'est pas habitué à restructurer, à recadrer sa pensée, ça peut être un vrai bazar derrière. Pour ça, je le donne pour ceux que ça intéresse. Les exercices de méditation, alors au-delà de la nourriture spirituelle, j'entends, mais il y a vraiment plein d'exercices qui permettent de redevenir maître de sa pensée. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on se laisse manger par notre propre pensée subjective, puisque c'est elle qui nous dirige, si je peux dire ça comme ça. C'est elle qui nous inflige ce qu'elle a envie de nous infliger. Alors que quand on commence à faire des exercices, par exemple, de visualisation, et qu'on oblige notre pensée à se focaliser sur quelque chose, on en redevient maître. Ça, je le dis aussi dans les exercices. Si vous partez ailleurs et que vous êtes happé par une pensée, remettez votre pensée au service de l'exercice. C'est pas anodin. C'est pour réapprendre à reprendre le contrôle sur ce mental-là. Mais c'est un peu pareil quand on apprend des choses.
qu'on est en formation, qu'on est à l'école, qu'on est hyper enthousiaste à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, ben en général notre pensée, on arrive à la diriger à ce moment-là et à la faire rester focalisée. Et ça, il faut bien se rendre compte que le rôle de l'école, je parle de l'école au sens très large, pas nécessairement notre système scolaire en France, mais l'école au sens très large, elle est vraiment primordiale parce que elle permet à un enfant, elle nous a permis à nous plus jeunes d'apprendre à justement avoir une forme de contrôle sur notre pensée. Ça nous a appris à utiliser notre mental. Et tout ça, c'est un premier pas pour continuer le travail sur soi. Ou en tout cas, continuer à explorer quand on a vraiment envie d'aller plus loin que le développement personnel. Aujourd'hui, on parle vraiment de plutôt développer le mental supérieur. Et pour ça, il faut d'abord que le mental inférieur, on en connaisse quelques arcanes au moins, quoi. Et ça passe notamment par l'école. Donc ça, je trouve ça intéressant de quand même le noter, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Et oui, c'est pas évident. Dans la construction de l'humanité, c'est vraiment arrivé au moment où, notamment, on va parler pour la France là plutôt, mais c'est notamment arrivé au moment où on a été capable de commencer à utiliser vraiment notre mental, tu vois. Et c'est pour ça que ça a été nécessaire à un moment donné de la rendre gratuite et laïque et ouverte à tous pour que justement on puisse avoir une civilisation qui change et qui évolue. Ouais. C'est des choses qui sont pas anodines comme ça dans les constructions de civilisation. Enfin, ça pareil, c'est encore un autre sujet. On pourrait se poser ces questions-là. Quelles sont les idées qu'on laisse vivre en nous à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on nourrit tous les jours en pensée? Est-ce que quand on a envie que notre vie change, on se dit tous les jours, allez, ma vie va changer, ou je vais faire en sorte de faire des choses pour que ça bouge, ou est-ce qu'au contraire on se maintient dans des réflexions plutôt défaitistes, négatives, etc. Ça, vous pouvez y veiller aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, entre le troisième œil et le plexus solaire, alors là il y a des échanges, ils sont monstrueux énergétiquement parlant, quoi, en fonction de comment on se renourrit, on remange notre sécrétion mentale dégueu, quoi. Donc ça, vraiment, on peut y veiller, et j'ai bien conscience que c'est pas évident et que ça se fait pas en un tour de main, hein, c'est pas en claquant des doigts qu'on peut juste bouger ça, mais de commencer à pointer le doigt dessus, ça permet déjà d'y mettre un peu de distance, traquer les pensées négatives. Après, moi, il y a un truc qui m'aidait bien dans les périodes où j'étais pas nécessairement bien, c'est toujours, j'avais une espèce de liste de trucs que j'aimais bien faire. Et parce qu'en fait, c'est vrai que quand t'es dans ton blabla mental, parfois, tu te rends même pas compte que t'y es. Et du coup, tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, même les choses que t'aimes bien faire, ça te vient même plus à l'idée. Et du coup, j'avais une espèce de petite boîte, là, comme ça, je me suis une liste, hein. Et en fait, je me suis dit, allez, hop, je fais ça. Et du coup, je nourrissais mon mental autrement, parce que je le nourrissais d'un truc que j'aimais bien faire. Aller faire une balade et prendre des photos, lire un bouquin, aller boire un truc quelque part, enfin. Mais du coup, ça me sortait complètement de ma boucle. Ouais. Ça me permettait de switcher, et en plus de ça, de nourrir mon cerveau de trucs qu'il aime bien faire. Donc, ouais, c'est une idée pas mal. Moi, j'avais fait ça parce qu'en fait, je me suis retrouvée quand même à des moments où j'étais dans mon canapé, tellement en boucle sur mes trucs, comme un bébé, tu sais. Il sait pas ce qu'il faut faire, donc j'avais ma petite liste et je me disais, ouais, ça non, ouais, ça aujourd'hui je ferais bien, et hop. Ouais, mais c'est pas mal. En vrai, ça peut donner une idée à des personnes qui nous écoutent et qui ont besoin de sortir de ça. Ouais, quand t'es pas bien, tu t'arrives pas à trouver des choses à faire. Et mine de rien, moi, à chaque fois, ça m'a vachement aidé de faire des trucs. Ouais, carrément. D'aller faire autre chose, quoi. Même si sur le coup, t'as un peu la flemme. C'est une histoire de stagnation, hein. Oui, mais du coup, le fait de te mettre un petit coup de pied au cul et de changer, justement, de nourriture mentale, parce que si tu vas te balader, tu vas voir des champs, tu vas voir des gens, des choses qui se passent. En fait, même si t'es encore un peu dans ton bordel, tu switches à un moment donné. Beaucoup plus que quand t'es tout seul dans ton canapé à attendre que le temps il passe, quoi. Carrément. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est terrible. Et on se laisse empéguer par ça. Parce que là, on les étudie de manière un peu séparée, hein.
Mais des causes à effet. on est bien d'accord que en général, mettons émotionnellement ça va pas, mentalement du coup ça va pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On se rue sur de la malbouffe, du sucre, ou au contraire on peut arrêter de se nourrir aussi. Hein. Il y a des gens qui réagissent plutôt dans l'inverse. Tout ça c'est interconnecté. Hein. Là on les place ces nourritures-là de manière séparées, mais on est bien d'accord qu'elles sont toutes en lien les unes avec les autres. Hein. Donc ça, faut y veiller. Et c'est vrai que la dernière, là, qu'on va appeler la nourriture spirituelle, si on devait prendre le symbole, ça correspond à la nourriture de l'âme. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait la décrire. C'est la très grande oubliée. Enfin, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, qui prend le temps aujourd'hui dans son hygiène de vie, sans cesse, sans se poser de questions, depuis l'enfance, de dire je nourris mon âme. Bah ouais, à méditer, à avoir des temps de contemplation, des temps de silence. C'est pour ça que je disais l'ennui, tu vois, tout à l'heure. Comme on n'a plus l'habitude de s'ennuyer parce qu'on est sans cesse branché derrière nos écrans, et ben, on prend plus le temps d'observer l'environnement dans lequel on évolue. Des fois on est entouré, des fois on est seul, on prend plus le temps d'écouter le silence, parce que le silence est très loin d'être silencieux. C'est ça qui est étonnant en plus. Il n'y en a jamais vraiment du silence. Non, le silence est très loin d'être silencieux. Il y a plein de choses qu'on peut entendre dans ces espaces-là. C'est aussi dans la présence au moment présent, justement, tu vois, c'est comment est-ce que je vis là, dans l'instant, sans réfléchir au passé, sans être dans la projection du futur. C'est vrai que pendant notre temps de pause, on a soit tendance à réfléchir à ce qui s'est passé, ou alors à réfléchir qu'est-ce que je dois faire demain. En fait, on est jamais là, quoi. Ouais. Il y a, au dernier stage là qu'on a fait avec Renate, il y a quelques semaines, on a parlé du corps de compassion. Et il me disait, bon, c'est vrai, il a raison à mon grand désespoir d'une certaine manière, mais qu'est-ce qu'on a du mal à vivre dans le corps de la compassion. Et qu'est-ce qu'il appelle le corps de la compassion? Ben, c'est un espace où c'est le cœur qui parle, où t'es dans l'ouverture du cœur. Tu vois, tu m'as dit que t'avais déjà eu cette sensation où t'es vraiment dans un espace où le cœur est ouvert et où il est là pour vivre, accepter, recevoir, donner, écouter. Mais c'est un espace qui est très particulier quand même. C'est vrai que, bon, on a du mal à vivre à travers ça. Est-ce que c'est pas culturel aussi un petit peu? Parce que toi, tu peux être dans toute la compassion et tout l'amour universel, hein, j'entends au sens large. T'as toujours un petit couillon que tu vas croiser quelque part au supermarché ou sur la route qui va te faire une crasse, qui va te dire toute ma compassion là une seule, tu vois. Bien sûr, non mais c'est vrai. Donc mais même dans notre vie de tous les jours, moi ça m'a aidé d'avoir ce truc là, c'est-à-dire qu'en bagnole je suis beaucoup plus nous ça me dit tu veux que ça passe à la caisse, c'est pareil, enfin, tu vois. Et puis je réagis moins aussi à des comportements qui peuvent être un peu crispants, parfois crispants dans la rue. Bon, je parle dans des endroits publics parce que chez toi normalement t'as pas des gens que t'as pas trop envie de voir, mais ça c'est notre cas, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Oui, bon, alors là, faut se remettre en question. À se poser, mais généralement, chez toi, t'es plutôt peinard, t'es un peu dans ta bulle, mais donc, moi, personnellement, ce genre de truc, ça m'arrive en dehors de chez moi. Et t'as beau être dans un truc de compassion, amour, c'est compliqué au quotidien, parfois. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais voilà, quand on est dans cet espace-là, et ben, ça fait partie de ce qu'on peut appeler une nourriture spirituelle. Ok. Tu vois, ça peut vraiment faire partie de cette nourriture de l'âme. Parce que l'âme, quand on la prend dans son règne propre à elle, donc pour rappel, c'est le 5e règne, minéral, végétal, animal, humain, âme. L'âme, quand on va contacter l'âme dite divine, elle a pleine conscience qu'elle ne fait qu'un avec le grand tout. Elle est certes individualisée, elle est une individualité propre, pour autant, elle sait très bien qu'elle est en lien avec tout. Donc, elle a pas de problème à se brancher à cet espace de compassion et de cœur. C'est juste que nous, dans la matière, on a un petit peu plus de mal à l'appliquer. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, si pour vous donner une idée, par exemple, de comment on peut sentir qu'on est en manque de nourriture spirituelle, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être pas très clair ce qu'on peut dire là. Ça va notamment passer par le fait de se sentir à côté de ses pompes, le fait de pas se sentir aligné,
de se sentir en insécurité, d'avoir l'impression qu'on est spectateur de sa vie, qu'on est un petit peu en dehors de son corps. Souvent ça va se lire avec des amas de pensées et d'émotions à tendance négative, c'est-à-dire qui tirent vers le bas. Tout ça, ça veut dire que la personnalité, l'ego prend trop de place et que l'âme n'en a pas assez. Et donc, il y a un moment donné, la personnalité, ça nous met à la dérive, quoi. S'il y a quelqu'un qui drive le véhicule, on se prend les pieds au mur, parce que normalement, la personnalité est censée être l'outil que l'âme utilise au travers de la matière pour faire s'incarner et réaliser le grand plan de l'univers, pour rappel, spiritualiser la matière. Bon, allez, pareil, je dérive. J'aime bien dériver aujourd'hui, hein, ça faisait longtemps. Hein. Moi, je te suis, j'ai l'habitude de t'entendre. Pas sûr qu'il... je dépose, mais voilà, récupérera ce qui pourrait être récupéré par certains, mais juste déjà l'impression d'être étranger à sa vie, pas bien dans sa vie, à côté de ses pompes, de ne pas réussir à ressentir d'émotions positives. Ça, qu'est-ce que j'en vois des gens aussi, tu vois, qui ça crée des états dépressionnaires ou des dépressions carrément, quand on ne se nourrit pas assez spirituellement parlant. Et donc, je le rappelle, c'est-à-dire qu'il y a certes la méditation, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Parce que je sais que des fois, la méditation, ça fait peur aux gens. Ça demande une certaine discipline, ça demande... voilà, c'est un petit entraînement du mental, ça, pour le coup, et du mental supérieur. Ça peut faire un peu peur. Et en fait, il y a plein de choses. On pourrait très bien se dire qu'on va se faire un petit pique-nique avec des bons aliments bio dans la nature, qu'on va aller contempler la nature et être dans l'instant présent, et bon, normalement grâce à ça l'émotionnel et le mental suivent aussi, quoi. Et là on a un petit peu de tout, quoi. On est activé le corps physique, oui, à condition que tu n'y ailles pas avec ton smartphone et que tu râles pas pendant tout le pique-nique, parce qu'il y a des abeilles qui tournent autour de la tête, quoi. C'est clair. Et voilà, vraiment, pour ceux qui ont jamais trop exploré cette nourriture là, peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer. Faut faire l'expérience et voyez comment vous pouvez vous sentir en prenant le temps de vous ennuyer et du coup de contempler, en prenant l'envie de méditer, en prenant le temps de faire ça de temps en temps. Enfin voilà, ça peut mériter d'observer comment vous nourrissez ça chez vous. Du coup, on peut conclure un peu là-dessus, c'est que la question comment est-ce que tu te nourris, en fait, elle est hyper large et hyper vaste. Et là, peut-être qu'il y en a qui nous ont écoutés, qui se sont dit oh la galère. Oh voilà. Ça va être dur de tout changer, et je le redis, le but c'est pas de tout changer en une seule fois. Vous pouvez déjà juste poser deux choses. Quel type de nourriture vous semble la plus déviée chez vous, la plus mauvaise? Et ensuite, vous posez la question, quelle serait la plus facile à modifier? Commencez par le plus facile à modifier. On s'attaque pas nécessairement aux gros morceaux. Mettons pour vous le plus compliqué, c'est la nourriture mentale. Commencez pas par la nourriture mentale. Changez ce que vous mettez peut-être déjà dans votre frigo, si ça c'est le plus facile. Et si changez la manière dont vous vous nourrissez vraiment d'un point de vue nourriture, alimentation, ça c'est compliqué, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment compliqué. Et allez marcher dans la nature, ou je sais pas, juste changer de playlist. C'est des trucs tout bêtes comme ça, mais faites ce qui est le plus facile pour vous à transformer au fur et à mesure, et surtout, mais pas d'extrémisme. Hein. On n'est pas là pour arrêter l'alcool, on n'est pas là pour manger toujours 100% que du bio, et du coup ne jamais manger à l'extérieur parce que c'est pas toujours bio. On n'est pas là pour s'enfermer dans uniquement je sais pas moi des séries qui sont que des séries humoristiques, ou à l'eau de rose exactement, ou je ne sais quoi. C'est pas d'extrémisme. Oui, je pense que c'est une question d'équilibre. Ouais, c'est vraiment d'équilibre. Et ça me rappelle la discussion qu'on avait l'autre soir, où on se disait que justement on se fait la réflexion tous les deux. Oh là là, en ce moment, c'est l'été, c'est la galère. Ouais, faut savoir que là, l'épisode il sort en septembre, mais nous, on enregistre en fin juillet, là. Donc, c'est vrai que là, l'été appelle à la matière.
Oui. L'été appelle à sortir, à faire des choses, à manger, l'été appelle à la matière, on est dans le feu, enfin voilà. Du coup, on se disait qu'on écoutait moins de podcasts. Moi, Ouais. je sais que je lis moins en ce moment. Je nourris moins aussi mon petit monde intérieur, personnel clairement. parce que je prends moins le temps pour ça. Et voilà, c'est l'été, on fait des trucs avec les copains, avec la famille, on bouge, on va à droite, à gauche, on bosse un peu entre-temps. Ben, voilà. Ça fait le lien avec le podcast des cycles. Oui. Il faut être d'accord à des moments que de toute façon on fonctionne par cycle et qu'il y ait des espaces dans la vie où on est plus apte à prendre vraiment bien soin de soi et à faire tout parfaitement, allez, on va dire ce mot-là. Et puis il faut accepter qu'à des moments, on n'a pas la motivation, l'énergie, l'envie, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, on veut faire autre chose. On se lâche la grappe aussi, quoi. Ouais. Donc c'est toujours cette espèce de juste milieu entre le ne pas en faire trop, c'est-à-dire ne pas être trop drastique dans ce qu'on met en place pour soi, et à la fois ne pas non plus être complètement laxiste à se dire oh je verrai plus tard, parce que ça c'est encore une autre tendance de jamais réussir à faire des bonnes choses pour soi et à mettre à mettre en place des choses qui sont saines. Qui a une forme de discipline aussi. Complètement. Donc c'est vraiment voilà, il faut y aller avec petite touche et on peut se dire ça aussi, c'est que bien se nourrir, il y a une petite forme de sacré dedans. Et ça peut être juste bon de se dire ça. Moi, je sais qu'il m'a fallu plusieurs années avant d'acheter quasiment que du bio, ou en tout cas, pouvoir aller en boucherie plutôt qu'en supermarché pour acheter de la viande et tout ça. Et juste ça, quand j'y pense, quand je mets un petit peu de conscience, déjà juste cet acte-là, je me dis, oh, putain, c'est bien ça par rapport à avant. Et voilà, n'oubliez pas de replacer quand vous arrivez à bien vous nourrir, cette petit espace de sacralisation un peu. C'est bien, il faut se récompenser aussi de ce qu'on arrive à bien faire et pas toujours se taper sur les doigts pour ce qu'on a du mal à réaligner, quoi. Ouais. Voilà. Parfois, si vous savez plus trop où vous en êtes, vous pouvez vous poser cette question. C'est qu'est-ce que tu choisis de t'offrir à cet instant ou aujourd'hui? Si à un moment donné on sent qu'on est un peu à la dérive et que voilà, on sait plus trop vers où aller, là je parle au sens très large, on peut se dire ok, qu'est-ce que je m'offre? Et dans ce qu'est-ce que je m'offre, des fois ça peut être juste une glace parce que ça va nous réconforter, ça va faire du bien à notre émotionnel. Ouais, et du coup à notre mental aussi. Ou alors des fois c'est justement se dire là je vais m'offrir je sais pas moi un petit film tranquille, léger, tout ça, parce que ça va me faire du bien à ça, ou je vais m'offrir un temps de pause en nature. Enfin, voilà. Dans un moment où on est un peu perdu, on peut se dire ça. Et puis on terminera peut-être sur cette phrase-là, ou cette grande idée-là, c'est que personne n'est parfait toujours, tout le temps. Et je me disais ça, moi, l'autre soir dans le lit. Je me disais, mais qu'est-ce que tu cherches à être? Est-ce que tu cherches à être quelqu'un de parfait? Non. Ok. Est-ce que tu cherches à être le prochain grand maître de cette planète? Non. Est-ce que t'as absolument besoin, je sais pas moi, d'être ultra reconnu sur les réseaux ou quoi? Non. Et en fait, tout ça, des fois, ça déculpabilise. Parce qu'on a tendance à vouloir montrer des facettes parfaites de soi-même. À vouloir être parfait parce que c'est censé être comme ça. Je sais que moi ça a pu m'arriver et ça m'arrivera encore de culpabiliser pour mal me nourrir ou boire trop d'alcool à un moment donné ou de ne pas avoir écouté de podcast pendant trop longtemps sur ça je pense que ça vient aussi on sait qu'à force, ça peut être mauvais pour la santé aussi. Je pense. Non, mais bien sûr. Mais même, tu vois, de pas écouter des podcasts ou de pas lire des bouquins pendant un certain temps. Et il y a un moment donné où je me dis, c'est pas bien et tout ça. Et des fois, en fait, il faut se déculpabiliser parce que c'est quoi le but? C'est d'être quelque chose. Et auquel cas, il faut vraiment regarder ce qu'on cherche à être. Ou si moi, c'est j'arrive à me d'être dire, bien. J'ai souvent ces réflexions-là, mais c'est juste qu'à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie de moi qui va se sentir vide aussi. Ouais. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. En fait, oui, ça bien sûr. enfin,
chacun a ses centres d'intérêt, mais du coup, de lire un bouquin, moi je regarde pas mal de trucs sur la photo, je peux regarder pas mal de trucs sur YouTube ou lire des bouquins ou des trucs comme ça, et en fait, il y a un moment donné où quand je fais trop d'autres choses, il y a cette partie-là de moi qui est pas... Ouais, clairement. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi aussi. Vide. Et souvent, c'est à ces moments-là où je me dis, ça fait longtemps que t'as pas lu, et où je me sens un peu nulle de pas arriver à prendre soin de moi à cette zone-là. Non, mais ça peut marcher pour moi en trigger de, attention, faut que je modifie quelque chose. Mais c'est pas non plus, moi, ce que je disais, c'est pas juste de tout le temps se taper sur les doigts dès qu'on fait un écart, tu vois. Oui, non, je pense pas que tu sois non plus... Non, mais bon. C'est des choses comme ça, tout dépend des exigences qu'on a envers soi-même. Et des exigences envers moi-même, j'en ai quelques-unes. Donc, tu vois, ça dépend de chacun, pour le coup, je pense. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. On se retrouvera, comme d'habitude, le mois prochain. On n'a toujours pas le thème, mais c'est pas grave. On va peut-être voir. Peut-être qu'on fera un truc sur les réseaux en sondage. Ouais. Ça marche bien. Eh ben, on vous souhaite une belle fin de semaine, et moi je vous dis à dans 2 semaines, puisque je vais recommencer aussi à poster les méditations plus régulièrement pour celles et ceux que ça peut intéresser. Qui veulent lire leur corps spirituel. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça ou leur âme. Leur âme. Voilà. À bientôt.